Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour cette dernière session. Donc la session, c'est comment dépasser les incompétences individuelles par le collectif, comme tu viens de le dire. Tout d'abord, j'aimerais remercier donc tous les sponsors qui ont permis donc de rendre cet événement possible et de le rendre gratuit. Donc merci à eux. Donc moi, je suis Aurélien Rambaud, je suis coach technique chez Mano Mano ou Coachcraft ou voilà, je préfère dire coach technique. Donc Mano Mano, je ne sais pas si vous connaissez, il y a pas mal de pubs qui passent. Donc en général, les gens connaissent le tu. Et sinon, vous finirez par tomber dessus un de ces quatre en écoutant la radio ou autre. Donc c'est une marketplace. Et moi, je suis arrivé donc chez Mano Mano il y a 2 ans déjà, où j'avais commencé par faire un petit peu d'archi. Et ensuite, j'ai basculé sur la partie craft. Et donc mon collègue. Et donc moi, je suis Arthur Magne, CTO et cofondateur de la startup Promise, qui est pour l'instant moins connue que Mano Mano, je crois. On est une dizaine sur Bordeaux, ça a été créé à peu près il y a 5 ans maintenant, et on est spécialisé dans tout ce qui va tourner autour de la qualité logicielle. Donc plus précisément, on va aider des organisations à diffuser des connaissances au sein des équipes de développement. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir les aider à capitaliser sur des connaissances de tout le monde et diffuser ces connaissances à l'ensemble des équipes. Ok, donc moi je suis arrivé à chez Mano Mano il y a 2 ans. J'ai parlé un tout petit peu de moi en début de cette présentation. Et avant, je travaillais chez Octo Technologies, pour laquelle j'ai fait pas mal de missions de conseil, de tech leading, de développement. Et j'ai un ancien manager chez donc Octo qui est venu chez Mano Mano et c'est lui qui m'a dit viens chez Mano Mano, viens promouvoir la culture software craftsmanship et viens donc aider tous les développeurs à progresser. Tu vas voir, il y a pas mal de choses à faire. Donc moi, j'ai dit allez, banco, je vais essayer. Donc je suis arrivé. J'avais déjà fait pas mal de missions de tech leading, donc aider mes pairs à progresser, c'est quelque chose que je savais faire en petite équipe. Et là, j'arrive, donc 20 équipes à l'époque. Je suis arrivé donc en fin 2019 et maintenant on est à 35 équipes. Et globalement, donc initialement, je ne savais pas trop comment commencer à adresser 20 équipes à la fois. Donc j'ai fait un petit peu d'archi, je me suis baladé un peu dans les équipes. Et il y avait quand même un bon niveau technique par rapport aux missions que j'avais faites auparavant. Mano Mano, point de vue des outils, des process, du mindset, je mets quand même dans le haut du panier de toutes les différentes entreprises que j'ai pu croiser. Donc, software craftsmanship, aider tous les devs là-dessus. Je me suis focalisé initialement sur la partie technique parce que la partie mindset est beaucoup plus compliquée. Techniquement, déjà, c'était un point de départ pour prendre pied avec les équipes. Et donc, j'étais le seul coach technique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Agile Hangover. Peut-être, oui, non. Donc là, on le voit bien ici. Alors, je n'ai pas mis le nombre de coachs agiles, mais il y en avait une dizaine à l'époque. Et maintenant, je pense qu'ils sont peut-être une quinzaine ou quelque chose comme ça. Même plus, 20. Une vingtaine. Et donc, 20 personnes pour aider l'organisation sur la partie donc, agile, qui est plutôt sur la partie organisation, dynamique d'équipe, etc. Et un seul sur la partie technique. Et en fait, le Agile Hangover, il insiste sur le fait qu'on a mis beaucoup de moyens sur la partie organisationnelle, mais sur la partie technique, pour pouvoir suivre donc l'adaptation au changement, etc., il faut avoir une technique qui puisse suivre derrière. Et ça, il n'y a pas eu autant de paquets de mis sur la table. Et donc là, on le voit bien en arrivant chez Mano Mano. Aujourd'hui, j'ai un deuxième collègue qui m'a rejoint. Donc, on est 2. Et c'est vrai qu'on est j'allais dire contre 10, mais non, 1 pour 10. On n'est pas contre, on travaille avec eux main dans la main. Et ceci dit, c'est très bien d'avoir les coachs agiles avec nous parce que ça nous aide beaucoup pour l'organisation, effectivement. Et donc, je commence à essayer de voir ce que je peux faire. Et donc, 4 mois après que j'arrive, il y a le Covid qui arrive. Bon, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Moi, ce que ça a changé, c'est que prendre contact avec les équipes, c'était pas évident. Parce qu'à l'époque, je le faisais en discutant à la machine à café, en tapant sur l'épaule de quelqu'un, en passant derrière lui. Là, il fallait tout faire en mode formel. Tiens, je te mets un point Zoom, discuter. Donc, c'était pas évident. Donc, voilà, comment est-ce que je peux adresser 20 équipes à la fois en simultané, sans être dans aucune d'entre elles non plus, pour les faire progresser techniquement en étant seul, donc initialement. Donc là, Arthur me contacte. Et la suite de l'histoire. Et je reviens sur la slide initiale. Donc, comment dépasser les incompétences individuelles par le collectif. Pourquoi on a remis cette slide-là?
L'idée, en fait, c'est de repartir du constat de base qui a été fait d'ailleurs dans la conf qu'il y a eu juste avant et dans pas mal de confs qu'il y a eu depuis hier. Le principal problème qu'on va avoir aujourd'hui dans des équipes avec beaucoup de développeurs, justement, c'est que souvent, on a des connaissances qui vont être centralisées dans la tête de chacun des développeurs. Et l'objectif, c'est que ces connaissances puissent être diffusées vraiment à d'autres développeurs pour pas qu'on ait des gens qui soient spécialisés sur une techno ou sur un domaine en particulier. Et que dans ce cas-là, si jamais la personne quitte l'entreprise, on soit vraiment dans le bazar. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au sein de toutes ces entreprises, alors qu'on soit chez ManoMano avec beaucoup d'équipes ou dans des PME ou des startups ou des ESN, c'est pareil, vraiment partout dans les différents contextes qu'on a pu voir. Quand on va travailler sur des projets, quand une entreprise va travailler sur un projet, on va avoir des besoins sur ce projet, des besoins techniques qui vont être particuliers. Donc, on va avoir un contexte qui va tourner autour de ce projet. Dans l'exemple ici, on part d'un projet qui va être un projet fait en JavaScript, donc avec des tests Jest. Il y a des problématiques de sécurité qui sont assez fortes sur ce projet. Il doit être compatible avec IE9, malheureusement. Il doit être fait en React, pour ça, comme ça. Il y a du DDD qui doit être mis en place sur la partie back avec un peu d'architecture hexagonale et il y a des problématiques aussi d'accessibilité. Il doit être, par exemple, référencié au niveau du référentiel d'RG2A, des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que quand on va constituer cette équipe, donc l'équipe de personnes qui vont travailler sur ce projet, là je parle bien de la partie vraiment technique, on va aller sélectionner des personnes qui vont avoir des connaissances et des compétences qui vont être vraiment hétérogènes. De par leur formation, donc ce qu'ils ont eu par exemple à l'université ou en école DG, de par les formations qu'ils ont pu avoir par la suite, et depuis surtout leur expérience personnelle, donc les projets sur lesquels ils sont passés, les recherches qu'ils vont faire dans leur quotidien, etc., les conférences auxquelles ils vont assister. Donc là, dans cet exemple, on a Camille qui a une compétence sur le DDD, parce qu'elle a déjà fait des projets en DDD, mais Louis et Pierre n'ont jamais encore fait de projet de ce type-là, en DDD. De son côté, Louis, il a déjà travaillé sur des problématiques de sécurité et il a déjà fait plein de tests unitaires avec Jest, mais pas les autres. Et Pierre, par contre, il a déjà bossé sur des projets où il y avait des problématiques d'accessibilité, avec plein de choses en front, justement, à mettre autour de ça. Donc, si on regarde un petit peu au niveau des contraintes, un petit peu des besoins du projet de base, avec ces trois personnes, on arrive à vraiment couvrir une bonne partie de ces besoins. Donc, il n'y a que la partie, par exemple, IE9 compatibilité là, qui n'est pas prise en compte, mais ça, les gens vont pouvoir l'acquérir par la suite. Par contre, si on regarde un petit peu plus précisément, avec toutes ces flèches bizarres, on voit que chaque personne va avoir vraiment des spécialités et va pouvoir travailler sur une partie du projet en particulier. Si on zoome un petit peu, voilà, on va avoir chaque personne avec sa spécialité. Et ça peut être problématique dans les entreprises. Pourquoi? Parce que si jamais Camille quitte le projet ou est en congé ou n'importe quoi, bah évidemment, on va être embêté avec Louis et Pierre pour essayer de trouver des choses sur le DDD. Donc, de la même manière, ça va se passer pareil pour Louis, etc. Et si jamais même les personnes sont là tout le temps, dès qu'on a besoin de faire des tests unitaires, est-ce qu'on doit aller embêter Louis pour lui demander et comment tu fais pour écrire des tests en Jest, etc. Donc la problématique de base, ça a été de se dire comment est-ce qu'on fait au niveau d'une entreprise de la taille de ManoMano pour diffuser ces connaissances au sein d'une équipe, pour uniformiser les pratiques au sein d'une équipe, mais surtout entre les équipes. Des équipes qui peuvent être à Barcelone, à Paris, à Bordeaux. Donc il y a vraiment des problématiques autour de ça. Donc la question, ça a été, est-ce que chacun doit apprendre tout seul dans son coin, sur Stack Overflow ou n'importe quel site, ou est-ce qu'on peut se servir justement de nos collègues pour pouvoir apprendre des choses plus rapidement? Donc si on regarde aujourd'hui les méthodes qui sont un petit peu utilisées dans les différentes entreprises qu'on a pu accompagner, je vais en résumer quelques-unes ici assez rapidement, ce ne sera pas vraiment de sujet du talk, mais c'est juste histoire de préciser les choses qui sont mises en place. Les points positifs, par contre, les limitations également qu'on va avoir sur les différents formats. Donc, le premier, c'est les formations qu'on va pouvoir avoir dans les entreprises. Là, je ne parle pas de la formation initiale en école d'ingé ou n'importe où. Je parle vraiment des formations qu'on peut avoir dans une entreprise, des formations sur 2 jours en général, 2 ou 3 jours qui sont assez courtes, sur du DDD, sur du React, sur de la sécurité, des choses comme ça. Ça peut être assez intéressant, c'est souvent mis en place dans les entreprises parce qu'on peut acquérir des bases assez solides de manière très rapide. Donc en 2 jours intensifs, on va voir plein de choses. Par contre, il y a une vraie question sur la durabilité de ces formations. Est-ce que ce qu'on a vu pendant 2 jours, 1 ou 2 mois plus tard, on s'en souviendra encore? Parce que peut-être que ce qu'on a vu, c'était tellement énorme que ça pourrait justement, on aurait vu trop de choses d'un seul coup et du coup, on ne peut pas vraiment se rappeler de tout.
On a des problématiques aussi parce que ce qu'on a vu, ça ne correspond pas forcément à notre contexte, donc c'était très théorique. Et en réalité, dans ce qu'on fait au quotidien, on est sur du code legacy qui est bizarre. Et donc, tout ce qu'on a vu sur du DDD ou du TDD, on ne peut pas le mettre en place tout de suite, c'est plus compliqué que ça. Et il y a toujours la problématique du turnover. Donc là, en fait, c'est des personnes qui vont être formées, qui vont acquérir ces connaissances. Maintenant, est-ce qu'il faut former 400 développeurs dans une organisation? Ça fait beaucoup. Et si jamais des personnes s'en vont, qu'on a des nouveaux développeurs qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut les former également, etc. Donc ça répond bien à certaines problématiques, mais ça en pose d'autres. Ensuite, alors ce qui a été mis en place évidemment chez ManoMano, mais je pense dans pratiquement toutes les entreprises de France, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément, les code reviews qu'on va voir au sein des équipes. Alors, les code reviews, c'est vraiment bien pour justement vérifier ce qui va se passer, justement ce qui doit passer en prod ou pas, et on va pouvoir commencer à uniformiser un petit peu les pratiques de l'équipe. Donc, on a des personnes qui vont relire le code d'autres développeurs et qui vont dire, OK, ben ça, par contre, nous, on a dit qu'on ne faisait pas comme ça pour la gestion d'erreurs ou la gestion des logs, par exemple, on doit passer par tel service. Donc là, on va pouvoir faire du feedback à certaines personnes. Les problématiques, c'est que ces feedbacks, on va les faire qu'à une seule personne, qui est la personne qui a écrit la pull request. Donc, on va faire du feedback à un seul développeur à la fois. Donc ça, évidemment, ça va prendre plus de temps si on doit faire des feedbacks à tout le monde. Et souvent, les tech leads nous ont dit, on a tendance à répéter un petit peu les mêmes choses. Quand on fait des revues de code, quand il y a des nouveaux développeurs qui arrivent, c'est la même chose. On répète toujours un petit peu les mêmes choses. Aussi, la question, c'est la capitalisation. Donc, toujours pareil, ce qu'on dit lorsqu'on fait une revue de code, est-ce que c'est enregistré quelque part? Est-ce qu'on va pouvoir s'en resservir? Est-ce que je vais pouvoir m'en servir pour diffuser cette connaissance à d'autres équipes? En général, non, on met des commentaires dans GitLab, par exemple, et quand la merge request est émergée, les commentaires sont perdus. Et les gens ne vont pas retourner dans GitLab pour revoir les anciens commentaires, évidemment. Et se pose toujours la question du cross-team. On fait des revues de code au sein d'une équipe, c'est bien, mais comment on fait pour partager ces connaissances à d'autres équipes qui seraient localisées à Barcelone, par exemple, ou ailleurs? C'est assez rare de voir des équipes qui font des revues de code justement entre équipes, mais c'est super intéressant. Il y a aussi d'autres problématiques qui arrivent avec des revues de code qu'on voit souvent dans les entreprises. C'est que si c'est un format qui n'est pas bien utilisé, comme tout, c'est pareil pour Scrum ou pour n'importe quel type de format, on va avoir des biais. Par exemple, on va avoir beaucoup trop de code qui va arriver dans une merge request. On va avoir, dans ce cas-là, 326 fichiers qui vont être modifiés. Évidemment, la personne, elle va relire le code, mais de manière assez bâclée, parce qu'elle n'aura pas de temps. Et donc, derrière, en fait, la revue de code ne sert pas vraiment à grand-chose. Et pour autant, on a l'impression qu'on a de la sécurité parce que quelqu'un a revu notre code, mais en réalité, ça ne le fait pas du tout. C'est un peu comme la couverture de test. On pourra avoir un autre débat là-dessus. Ensuite, on peut aller un peu plus loin que la code review en faisant de la code review de manière synchrone. Donc pour ça, c'est ce qui s'appelle du pair programming. Donc on va être à 2 personnes à travailler sur un projet en même temps. Donc évidemment, il y a des super intérêts, et d'ailleurs ça a été pas mal mis en place dans pas mal d'équipes chez ManoMano. Ça nous permet d'avoir un feedback qui est immédiat. On a 2 cerveaux à travailler sur la même tâche, donc on va être plus efficace. Par contre, toujours pareil, la petite problématique, on va dire, la réponse qu'on n'a pas sur notre problématique de base qui est de diffuser des connaissances au sein d'une organisation, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler sur de la diffusion à large échelle, parce qu'on est toujours 2 uniquement à travailler ensemble, et comment est-ce qu'on fait pour capitaliser sur ce qu'on se dit lors d'une session de pair programming. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est en train de discuter à 2, c'est super intéressant, mais maintenant, est-ce que ce qu'on est en train de discuter, on pourrait le diffuser aussi à d'autres personnes? On peut aller plus loin que ça avec encore une autre manière de faire qui est de mob programming. Donc le mob programming, là, on est toute une équipe, tout un groupement de personnes à travailler sur une problématique. Donc là, on commence à aller un petit peu plus à large échelle. Par contre, toujours pareil, souvent, avec du mob programming, on reste au sein d'un contexte ou d'une équipe. Là, ça devient intéressant quand on commence justement à le faire de plus en plus. On fait pas mal de mob programming chez ManoMano. Ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Je vous rassure. Avec le technique. La dernière partie des choses qu'on voit sur vraiment qui va essayer de répondre à la capitalisation, ça va être des wikis, des confluences, des wikis internes, on va dire. On va stocker pas mal de choses dedans. Donc ça peut être intéressant parce qu'on va commencer à stocker un petit peu n'importe quoi dans ces trucs-là. Si vous regardez Notion, par exemple, il y a vraiment de tout et de rien à l'intérieur. Et on peut avoir des connaissances assez génériques qui vont être centralisées là-dessus. Donc des connaissances techniques, des guidelines un petit peu techniques, des patterns d'architecture, des choses comme ça. Mais par contre, quand on voit beaucoup d'équipes, pas uniquement au sein de ManoMano, mais dans d'autres entreprises, et quand on leur pose la question, est-ce que les développeurs vont regarder cette documentation qui a été écrite il y a peut-être 6 mois, 1 an, par d'autres personnes? Souvent, la réponse est non. Si ce n'est quasiment, c'est jamais oui en fait. Les gens vont peut-être
de temps en temps dessus, mais on ne va pas les consulter régulièrement pendant qu'on est en train de coder sur notre IDE, on ne va pas aller sur Confluence pour regarder des choses, etc. Se pose également la question de l'évolution de ces guidelines de pratique et de cette connaissance. En réalité, en informatique, des connaissances changent hyper rapidement sur des manières de faire du React, du DDD, du TDD, et on le voit bien pendant les conférences comme on fait aujourd'hui. Les pratiques évoluent tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour en fait ces guidelines de manière régulière sans que ce soit hyper chronophage et qu'on ait une personne à temps plein qui s'occupe juste de rédiger les guidelines? Et d'ailleurs, ça amène à la dernière question, la collaboration. Qui c'est qui écrit ces guidelines? Est-ce que c'est un tech lead d'entreprise et du coup, c'est juste sa connaissance qu'on va avoir et tout le monde doit suivre ce que cette personne a dit? Ou est-ce qu'on peut le faire en commun avec toute l'équipe ou différents développeurs? Et surtout, est-ce que les développeurs juniors, si ce n'est même stagiaires ou alternants, est-ce qu'ils ont le droit de parole? Est-ce qu'ils peuvent proposer des choses? Parce que peut-être qu'ils sont en train de voir des choses à l'école ou lors des conférences qui pourraient être super intéressantes pour l'entreprise. Donc, il y a vraiment cette question de la collaboration qui arrive, qui est assez forte. Donc, avec tous ces outils-là, on voit qu'on ne répond pas forcément à notre problématique de base qui a été de se dire comment est-ce qu'on fait pour diffuser à large échelle des connaissances. Donc là, on a essayé un nouveau format qui est complémentaire évidemment à tout ça. Et je te laisse la main pour en parler un petit peu. Je te donne la zapette. Donc à ManoMano, il y a pas mal de développeurs, on doit être 200 ou 300 maintenant. Donc forcément, il y a un paquet de connaissances qui sont disséminées à travers tous ces développeurs. Donc il y en a qui sont très très bons sur le DDD, il y en a qui sont très très bons sur la gestion des erreurs, d'autres qui sont très très bons sur la performance. Et il y en a plusieurs qui cumulent d'ailleurs plusieurs. Hein. On n'a pas une spécialité. Donc la première chose qu'il fallait que je trouve pour pouvoir faire comment progresser tous ces développeurs ensemble, c'était trouver quelque chose qui ne les fasse pas trop, qui les embête pas trop, pour rester poli. Donc, pour lequel ils viennent. Et donc, un des premiers trucs, c'est un format court et un format récurrent pour avoir une sorte de ritualisation et que les gens sachent ce qui va arriver. Et puis également, qu'il n'y ait pas besoin de préparation avant de venir. Alors, le premier truc qui peut venir à l'esprit, c'est la rétrospective technique. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu le pendant, si on veut, de la rétrospective de sprint. C'est-à-dire qu'on va parler pendant 1 heure ou 2 heures, tous les techniques ensemble, il peut y avoir des spectateurs, bien sûr, sur ce qu'on a vu pendant ce sprint, ce qu'on aimerait partager, ce qu'on aimerait diffuser au sein de l'équipe. Donc ça marche plutôt bien. Dans une équipe, ça marche même très bien. Ça prend un petit peu de temps. Il y a les problèmes qui sont ceux dont a cité Arthur juste avant. En général, ça finit dans les wikis. Alors, ce n'est pas un gros problème en soi, mais c'est vrai qu'après, ça peut perdre un peu de sa valeur ou ne plus être à jour. Donc, Arthur, il est venu avec cette idée qui est un peu plus structurée et surtout qui permettait en remote de faciliter l'organisation. C'est-à-dire que faire des rétrospectives techniques comme je les faisais avec mes équipes avant, je peux le faire avec 1, 2, peut-être 3 équipes. Mais après, au bout d'un moment, c'est quand même difficile de suivre. Donc, il fallait que je trouve quelque chose plus efficace en termes d'organisation et de structure, surtout quand tout le monde se retrouve un peu en remote d'un coup. Donc, l'idée, c'est toujours avoir du contenu sans avoir besoin de préparation. Donc, pour ça, en fait, initialement, imaginons un meeting d'1 heure, par exemple, comme je parlais de quelque chose de ritualisé, 1 heure par sprint. Au début, on prend 10 minutes chacun individuellement. On sélectionne quelques fichiers tous ensemble de la code base qui sont assez récents. C'est intéressant de travailler sur des fichiers qui sont récents parce que c'est ceux sur lesquels on a travaillé aujourd'hui, c'est ceux sur lesquels on a les pratiques d'aujourd'hui qui sont faites. Si on prend du code qui a peut-être 2 ans, on a peut-être changé nos pratiques entre-temps, donc c'est moins efficace. Et pendant une dizaine de minutes, chacun identifie des bouts de code, essaie d'en extraire des pratiques qu'il apprécie moins, en tout cas des pratiques avec lesquelles il aimerait discuter avec l'équipe. Donc tout ça, c'est en mode chacun le fait de son côté, donc il n'y a pas d'influence de l'un à l'autre. Et ensuite, les 50 minutes qui restent, on discute chacune de ces pratiques ensemble pour essayer d'arriver sur un consensus et se mettre d'accord, apprendre des choses. Et donc c'est la partie discussion, c'est la partie la plus intéressante de l'atelier. Donc, des fois, on va les valider, des fois, on va les rejeter, des fois, on n'arrivera pas à être d'accord. Donc, dans ces cas-là, soit le tech lead, finalement, prend un peu son bâton de leader et dit « Ok, on va faire comme ça si on n'a pas le temps ». Ou alors, sinon, on peut réitérer d'autres débats ou mettre d'autres meetings pour creuser en profondeur si on n'a pas suffisamment d'informations pour choisir. Donc, ça, par exemple, un workshop d'1 heure ritualisé par sprint, par semaine, par mois, ça dépend des équipes.
Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on identifie ces pratiques, qui sont donc extraites du code de l'équipe, on alimente un référentiel. Donc ce référentiel, il peut être alimenté, si on le fait avec des post-it comme on pouvait le faire avant, ça marche très bien. Après, voilà, le référentiel, il finit sur le Wikipédia. Wikipédia, sur un wiki, excusez-moi, sur le Wikipédia de l'entreprise. Et donc, il grossit petit à petit, les pratiques sont partagées. Généralement, on essaye aussi de les justifier. Ça dépend si on trouve toutes les raisons ou non. Et ce qui est intéressant pour ce référentiel, c'est qu'il soit simple d'usage derrière. Et quelque chose qu'on peut faire en plus, c'est après croiser un peu ces référentiels entre équipes. Alors, initialement, c'est plus intéressant de le faire au sein d'une équipe et de ne pas essayer de faire quelque chose inter-équipe parce que chaque équipe a son propre contexte. Chaque équipe a des fois ses propres technos, ses propres problématiques et ses propres challenges. Donc, une pratique qui peut paraître excellente pour une équipe ne sera pas forcément adaptée pour une autre équipe. Donc, initialement, c'est par équipe, mais après, on peut croiser entre équipes pour essayer justement de partager encore plus de connaissances. Et c'est vrai que le fait que ça soit une pratique, ça permet d'échanger facilement, au moins d'attirer l'attention facilement d'autres personnes. Si par exemple, quelqu'un dit, nous, on va partir sur du no exception, c'est-à-dire on va jamais utiliser d'exception, on veut avoir un flow qui soit uniquement, comment dirais-je, sans saut, sans goto, donc sans exception, on veut essayer. Ça peut attirer l'attention d'autres équipes et démarrer un dialogue. Ce n'est pas pour autant qu'ils partiront dessus, mais au moins ça permet de faire une sorte de veille. Donc pour le support, comme je le disais, le homemade, si on veut, c'était donc avec des post-it où on met ça dans un Confluence. Donc c'est pratique, ça marche très bien. Si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire parce que c'est le plus facile à faire, c'est le plus facile à démarrer. Et ça permet en plus d'avoir c'est pas un team building, mais un peu plus de contact entre devs par rapport à leur travail au jour le jour. Donc ça, c'est hyper important quand on développe. Quand je développe, si je sais que mon collègue il est à peu près aligné sur mes idées, ou moi je suis à peu près aligné sur les siennes, bref, on va dans le même sens, c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus facile d'avancer ensemble. Et donc Arthur m'a proposé aussi, ils ont développé une plateforme qui s'appelle Promise, qui permet de faire la sélection de fichiers et puis il y a des plugins pour l'IDE et puis pour la revue de code, ce qui permet de plus facilement encore d'ajouter des pratiques qui sont découvertes, ou en tout cas des pratiques dont on aimerait discuter avec l'équipe. Donc ça, il vous en parlera un peu plus tard. Donc sa plateforme ressemble à ça. Ok, donc chez ManoMano, on a essayé de le mettre en place, cette plateforme. Donc on a fait une expérimentation avec 4 équipes différentes. Donc c'était 4 équipes assez différentes. 4 équipes différentes, oui, qui sont assez différentes, je veux dire, dans les profils et dans leur job. Et donc j'insiste, c'est un atelier complémentaire. Ça veut dire que tout ce qui est code review, on le fait toujours. Ça ne remplace absolument pas la code review. Ce qui est formation, ça ne la remplace absolument pas non plus. Mob programming, coding dojo, tout ça. Tout ça, ce sont des pratiques qui sont toutes complémentaires les unes aux autres. Donc, on fait énormément de mob programming également chez ManoMano. Mais en plus, on fait cet atelier avec, donc, pour l'instant, on l'a fait avec 4 équipes. Alors, la première équipe, c'était une équipe qui faisait aussi bien du front que du back. Ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient 4. Donc, 3 stacks. Ils avaient 2 stacks côté back et une stack côté front. Et donc pour la première, je trouvais que les conversations étaient super fluides. Donc c'était bien parce que ça soulevait pas mal de problématiques de code qu'on a généralement. Donc c'était très enrichissant. C'est vrai que l'équipe était déjà assez mature. Ils travaillaient déjà beaucoup ensemble. Ils étaient très alignés. Donc en fait, c'était tout le temps un petit peu, comme on dit, quand tout le monde va dans le même sens, consensuel. C'est-à-dire que tout le monde était déjà d'accord. Donc il n'y avait pas eu beaucoup de discussions âpres. Par contre, c'était quand même agréable à suivre. Et les feedbacks étaient, donc c'était « It was fun to take these workshops and I definitely learned from everyone that participated ». Donc ça, c'était un peu le but initial, donc de partager les connaissances déjà entre les membres d'une équipe. Et ils ont aussi ajouté que c'était sympathique de pouvoir interagir avec quelqu'un d'externe à leur équipe. Donc ce quelqu'un d'externe, en l'occurrence, c'était moi, puisque je venais pour l'animer. Mais quand ils avaient des questions, quand ils voulaient un point de vue externe supplémentaire, mais ils n'hésitaient pas à me poser la question. Donc moi, je leur répondais entre guillemets hors contexte parce que je n'étais pas dans leur code, mais ça leur permettait des fois de dire « Ah bah merci, ça, on n'avait pas pensé à ça, on va creuser ». Donc ça leur permettait d'avoir un point de vue sur leur code, donc pas au jour le jour, mais semaine par semaine ou atelier par atelier.
Ouais. Et donc, le dernier feedback, c'était c'est intéressant, it's interesting, but not enough integrated in our day-to-day work. Donc ça, c'était initialement la plateforme, il n'y avait pas de plugin. Donc c'était une fois qu'on avait, au début, on sélectionnait quelques fichiers, on discutait de ces fichiers, de ces pratiques qu'on avait extraites, et ça finissait dans le référentiel de l'application. Mais bon, on se retrouve avec le même problème qui est, il faut aller sur l'application pour voir ce que sont ces pratiques. Alors, c'est déjà quand même une très bonne chose, hein, parce qu'on a au moins un référentiel qui est toujours à jour. Il peut y avoir des exemples qui vont avec. Mais le commentaire était, oui, au jour le jour, on ne va pas forcément l'avoir. Donc, la deuxième équipe. Là, c'était une équipe très différente. Donc, déjà, c'était une équipe, ils étaient 6 personnes. Ils étaient uniquement sur du back-end. Il y a une seule stack. Donc là, c'était du Java. Avec des seniors et des juniors. La précédente équipe était quand même davantage senior. Et donc, l'avis du tech lead, c'est le plus facile pour le résumer. We take time to discuss best practices and set some guidelines. Also, having an external point of view is great. Donc là, le tech lead, en fait, grâce à cet atelier, il arrivait à mettre assez simplement des guidelines. Et finalement, c'est aussi un des métiers du tech lead, c'est un de ses rôles, c'est de réussir à aligner tout le monde et mettre des guidelines dans son équipe, pour que son équipe travaille tous ensemble dans le même sens. Et donc, pareil, ils avaient pas mal apprécié la partie external point of view. Donc, on a fait 4 ateliers avec eux, espacés d'une semaine. Puis pendant 4 mois, ils se sont dit, non, on va arrêter avec l'outil, avec la plateforme, on va essayer de le faire à notre sauce. Donc, ils l'ont fait avec du Jira, du Confluence. Alors, ça marchait pas trop mal, sauf que ça manquait un peu de structure. Ils ne savaient pas trop comment faire. Puis souvent, ils se retrouvaient sans sujet. Donc, ils annulaient tout simplement la session. Donc, comme dit, on a essayé de s'aligner autrement, mais on se rend compte que le format proposé facilite l'organisation. Ce n'est pas si mal que ça, en fait. Et ça, c'est vrai que pour moi aussi, en tant que coach qui est censé voir, je dois aller voir plusieurs dizaines d'équipes, ça aide énormément sur l'organisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement de préparation. J'arrive à déjà tout le cadre et c'est parti. On a des discussions super intéressantes sur des sujets pour lesquels chacun a beaucoup de choses à dire en général. La troisième équipe, ce n'était pas une équipe, c'était une guilde de développement front-end. En gros, il y avait 8 développeurs qui venaient de 6 équipes différentes. Donc, chaque développeur avait plus ou moins son propre tech lead, sa propre roadmap, son propre PO. Donc, ils étaient tous un petit peu dans leur track. Par contre, ils bossaient tous sur la même code base. Donc, c'était une stack, c'est une stack React. On a fait 17 ateliers, donc un par semaine. Donc, ça nous a 17 ateliers, c'est presque une demi-année. Le ROTI était de 5 sur 5, donc Return Over Time Investment, c'est-à-dire qu'ils pensaient que globalement, ils ne pouvaient pas utiliser une heure mieux que celle-ci. Et donc, ça a duré pendant les 17 ateliers. Ils ont identifié une 50aine de pratiques. Et la chose qui leur a beaucoup plu à tous ces développeurs, c'est que ça leur a donné une sensation de communauté, un sentiment de communauté. Comme ils étaient chacun dans leur équipe, ils ne se retrouvaient pas forcément toujours ensemble pour discuter de ce qu'ils faisaient. Les daily, ils les faisaient avec des équipes, avec leur équipe, mais voilà, eux, ils parlaient front, les autres parlaient back, donc chacun avait ses priorités, chacun avait son monde. Et là, ils se retrouvaient tous ensemble sur donc, ceux qui travaillaient sur la même code base, donc le même langage, le même framework, à discuter pendant une heure de comment est-ce qu'ils aimeraient bien s'aligner. Et donc, ça allait de choses très bêtes à des choses qui pouvaient pousser le design des fois beaucoup plus loin. Et typiquement, il y avait une des pratiques initialement, c'était on fait que des objets quand on passe dans le contexte React. Et un peu plus tard, c'était on fait pas d'objets, on fait que des clés. On veut pas mettre d'objets. Donc, c'est vraiment, ça passait d'un moment à l'autre suivant quand des nouvelles personnes qui arrivaient avec des nouvelles façons de faire. Ils arrivaient à avoir un consensus et réussir à basculer d'une pratique à l'autre de manière assez souple, entre guillemets, et surtout que tout le monde soit aligné et donc qu'il n'y ait pas de contre-travail dans cette code base. Et surtout, quand ils devaient aller travailler dans une partie qui était tenue par un autre développeur, mais ils reconnaissaient un peu le code, c'était un peu les mêmes façons de faire. Et la dernière équipe, eux, ils découvraient une technologie. Donc, c'était 3 développeurs, une petite équipe. Ils faisaient du PHP avant. L'entreprise les a poussés vers du Kotlin pour des raisons de performance et d'architecture. C'est pour un cas particulier. Hein. Je ne dis pas que PHP est mieux ou moins bien que Kotlin, mais en tout cas, ce n'était pas un choix personnel d'aller sur du Kotlin. C'était un peu l'entreprise qui les avait poussés. Donc, ils avaient besoin de découvrir le langage, de découvrir l'écosystème également. Et puis, d'être un peu sûr de là où ils allaient. C'était plus ou moins une façon de faire qui était au moins suffisamment bonne. C'est-à-dire que voilà, tout était nouveau, à part le fait qu'on développe. Donc, on développe, quel que soit le langage, globalement, on a les mêmes boucles, if, else qui reviennent, etc.
Mais sur les librairies, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Donc, on avait commencé initialement à faire la découverte de langage en mob programming parce que c'était assez efficace. Mais bon, le mob programming, le problème, c'est que je ne peux pas le faire avec 20 équipes à la fois. Je n'ai pas suffisamment de temps. Donc, une fois qu'on en avait fait un petit peu, qui commençait à être un petit peu autonome, on est parti sur ce type d'atelier. Et là, ça leur permettait, donc j'étais pas vraiment en position de coach, j'étais plutôt en position de formateur ou de mentor, c'est-à-dire qu'ils venaient me voir pour me demander un peu des confirmations, si les choix, ce qu'ils faisaient, c'était bien ou non, s'il y avait une autre façon de faire de manière Kotlinesque pour écrire leur code. Parce qu'effectivement, ils venaient avec un type PHP sur du framework Symfony. Quand on passe à Spring, il y a quelques petites différences, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est pareil, voilà, ils découvraient l'écosystème. Donc globalement, les Rex étaient assez positifs et même 2 équipes pour lesquelles c'était extrêmement positif. Et donc ça, on les avait fait avec la plateforme un petit peu avant. Depuis, la plateforme a légèrement évolué et plutôt en bien. Et je te laisse présenter ce qui est arrivé dedans. Oups, désolé. Super. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avec ces premières équipes et avec d'autres équipes également hors de Mano Mano, on a pu expérimenter le format des ateliers craft. Donc, à la base, comme disait Aurélien, la plateforme, c'est juste un support, c'est un outil, en fait. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est le format des ateliers craft et la méthodologie qu'on va mettre derrière. Par contre, on s'est rendu compte assez rapidement, effectivement, c'était des feedbacks des équipes, que le support est quand même important parce qu'on ne peut pas animer des ateliers facilement, on ne peut pas animer des discussions et centraliser des choses si la plateforme est pourrie, évidemment. Donc, les premiers feedbacks, en fait, ça a été sur le déroulé un petit peu des ateliers. Comment ça se passait? On commençait par sélectionner des fichiers. Donc, il fallait que l'équipe, en fait, trouve quelques fichiers intéressants. Sur ces fichiers, l'équipe allait sur l'interface web et identifier des zones de code en disant ça c'est une bonne pratique, ça c'est une mauvaise pratique. En gros, on sélectionne des lignes de code, on dit ça c'est bien fait, ça c'est mal fait, sur la gestion des erreurs, d'accessibilité, des logs, n'importe quoi. Ensuite, on a cet atelier craft. Donc le format d'atelier craft, tu n'as pas vraiment bougé parce que le créneau dure 1 heure et les échanges sont très constructifs, donc ça n'a pas bougé. Et ensuite, on obtient notre référentiel, donc on a capitalisé sur tout ce qui a été validé ensemble, avec les exemples de code évidemment qui sont enregistrés, donc on va avoir une bonne pratique avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et des exemples de refactoring lorsqu'on voit des choses justement qui ne sont pas bien faites. Premier warning des équipes, première étape. Gros warning sur la sélection des fichiers et d'identification des pratiques. C'est compliqué de trouver des fichiers intéressants. Ça prend du temps, on se regarde un peu tous dans le blanc des yeux, on ne sait pas si on prend des fichiers React, des fichiers back, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et même quand on a des fichiers, il faut que les développeurs aillent directement sur l'interface web, donc ils sortent de leur IDE pour aller dans l'interface web pour identifier des choses. Souvent, ils n'ont pas forcément de temps, donc ils vont nous dire à la fin, j'ai pas eu le temps d'identifier des pratiques pendant cet atelier craft. Donc du coup, ils arrivent et en fait, il y a moins de pratiques identifiées, ce qui est dommage. Ou alors, les fichiers identifiés, ce n'étaient pas les fichiers sur lesquels ils travaillent d'habitude. Donc, ils ne se sentaient pas légitimes pour aller mettre en avant des choses bien faites ou mal faites. Donc, ce qu'on a fait pour contrer un petit peu ce biais-là, ça a été justement ce que disait Aurélien, de mettre en place plutôt des plugins en fait, plus simples dans les IDE directement et pour des outils de revue de code comme GitLab, par exemple, pour que les développeurs en fait, puissent identifier des bonnes et des mauvaises pratiques directement dans leur quotidien pendant qu'ils sont en train de travailler sur n'importe quelle branche sur VS Code, par exemple. Ben, je vais sélectionner du code en disant ça c'est bien fait, ça c'est mal fait. Si je fais un truc et je trouve que ce que j'ai fait c'est bien parce que j'ai sorti un service de manipulation des dates, par exemple, je peux dire ben, c'est bien parce que maintenant il faut utiliser ce service de manipulation des dates pour gérer les dates et il ne faut pas mettre des trucs en dur dans les composants React, par exemple. Donc ça a aidé un petit peu justement à l'identification des pratiques et ça se fait également depuis GitLab. Lorsqu'on fait une code review, on peut identifier du code en disant ça c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Ça permet du coup, pendant une revue de code, de capitaliser sur ce qu'on est en train de dire en feedback à la personne. Et on va en parler avec toute l'équipe plutôt qu'avec une seule personne directement. Deuxième warning, le référentiel. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, en fait, ce n'est pas la construction d'un wiki qui va évoluer, mais c'est quand même un wiki. Et donc, personne ne va aller dessus et les gens ne vont pas voir les pratiques. Donc, la question a été posée aux développeurs. Est-ce que vous allez voir le référentiel? Est-ce que vous le regardez? La réponse, non. Évidemment, des gens n'allaient pas regarder justement ce référentiel. Donc, des ateliers permettaient justement au sein d'une équipe d'en discuter, c'était bien. Mais pour faire passer ces pratiques dans une autre équipe, bah, l'autre équipe n'allait pas voir ce référentiel. Donc, c'était problématique. Si les gens qui vont voir le référentiel, par exemple, ça va être les newcomers, ceux qui viennent d'arriver dans l'équipe. Eux, par contre, ils trouvent beaucoup de valeur dans ce référentiel qui est déjà là. Ouais, c'est effectivement dans ce cas-là, effectivement, ça peut aider. Tac.
Donc, ce qui s'est passé, c'est la même chose que pour la première étape. Alors, on ne voit pas trop avec l'image, mais en gros, on a dans les IDE et sur des outils de code review comme GitLab, intégré ce qu'on appelle des suggestions automatiques. Donc, l'idée, en fait, c'est de ne pas pousser des 50 pratiques au développeur tout le temps, c'est de lui pousser que des pratiques qui correspondent à ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis en train de développer dans mon IDE, je crois que j'ai un exemple. Voilà. Je suis en train de développer dans mon IDE, par exemple dans VS Code ou dans IntelliJ, et ce que je suis en train de faire, à gauche, là, je vois des pratiques qui me sont suggérées, qui viennent de notre base de pratiques, donc pour mon équipe, et qui peuvent venir aussi de pratiques d'autres équipes potentiellement, et qui vont être des pratiques qui ressemblent à ce que je suis en train de faire. Donc là, ce n'est pas une analyse statique type SonarCube avec des règles justement de formatage ou d'hygiène, etc. Là, c'est vraiment de la similarité qu'on va regarder. On va dire, ah, est-ce que tu as bien utilisé de bons services dans ton équipe pour gérer des modales, des logs, des erreurs, etc. Et donc, ces pratiques-là, on va être capable de les pousser automatiquement dans l'IDE ou lors d'une code review sur GitLab, par exemple, on a une petite fenêtre en fait, qui vient aider le reviewer. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de faire du refactoring automatique ou de bloquer des codes review. L'objectif, c'est juste d'aider les personnes qui font la code review en leur poussant de la connaissance, en leur disant attention, dans le fichier que tu es en train de regarder, dans les lignes affichées actuellement à l'écran, il y a une bonne pratique qui est qu'on utilise bien notre gestion d'erreurs custom. Par contre, on a une mauvaise pratique ici identifiée en orange, c'est que on devrait utiliser un service qui s'appelle Date Formatter Service pour manipuler des dates. Et effectivement, c'est le problème qu'il y a ici. En fait, on est dans un composant Angular et il y a de la manipulation de dates qui va se faire directement sans time zone, etc. Donc l'idée, c'est plus de pousser des pratiques en disant attention, warning, il y a un truc qui ressemble à une mauvaise pratique. Donc, ce qu'on a eu comme feedback de la part des équipes de ManoMeno, mais également d'autres équipes un petit peu dans des contextes un peu différents, et ce qui a été intéressant justement d'identifier, ça a été un petit peu les patterns de création des pratiques. C'est quoi une pratique en fait? C'est quoi une connaissance au sein d'une équipe? Alors, on les a catégorisés dans différentes parties. Les pratiques, les premières pratiques qui sont créées lors des premiers ateliers, c'est des pratiques qu'on va appeler des pratiques d'hygiène. C'est un petit peu péjoratif. Mais c'est des pratiques qui vont ressembler aux pratiques SonarCube en fait. Des pratiques qui vont être, il ne faut pas que le fichier soit trop grand, il faut extraire des méthodes, il faut que des variables soient bien nommées, etc. Donc c'est plutôt des pratiques en fait assez génériques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les équipes commencent par créer des pratiques assez génériques parce qu'elles vont se baser sur ce qu'elles connaissent déjà comme pratiques, qui sont en général les pratiques SonarCube ou des petits guidelines, etc. Et plus ça va avancer dans le temps, plus on va faire d'ateliers avec l'équipe, plus l'équipe a tendance à créer des pratiques spécifiques. Donc on va passer par une phase où ça va être des pratiques plutôt liées à un langage ou un framework. Donc là, ce qui s'était passé, c'était que c'était des pratiques plutôt liées à React ou plutôt liées justement à du Java sur l'utilisation des différentes librairies de Java, l'utilisation des découpages justement, un peu d'architecture sur du DDD, des choses comme ça, qui vont être toujours un petit peu génériques, mais plus liées au contexte de l'équipe. Et à la fin, au bout de pas mal d'ateliers, quand on s'est mis d'accord déjà sur toutes les pratiques de base, on va plutôt avoir des pratiques qui vont être très spécifiques à ce que fait l'équipe dans son quotidien. Donc, on va avoir des pratiques qui vont être vraiment liées à ce qu'utilise l'équipe, donc avec le nom de ses différents services, justement, de son système d'utilisation de modal, etc. Par exemple, les équipes d'Ubisoft avec qui on travaille ont des pratiques qui sont liées à la version du moteur de jeu qu'ils utilisent, qui ne sont pas du tout les mêmes pratiques qu'une autre équipe qui est juste à côté d'eux, qui utilise un moteur de jeu dans une version différente. Donc, les pratiques vont vraiment diverger entre les différentes équipes. Et pour nous, c'est vraiment ces pratiques-là, en réalité, qui ont plus d'importance, qui ont plus de valeur, parce que ça représente vraiment la connaissance de l'équipe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment quelqu'un qui arrive dans l'équipe par la suite peut tout de suite retrouver et être guidé justement sur mais comment est-ce que l'équipe fonctionne, qu'est-ce qu'on utilise, comment on travaille, etc. Ce qu'on a pu identifier également, c'est différents types de personas. Donc, on les a regroupés, on a fait un petit résumé avec vraiment 2 types de personas principales. Le premier, ça va être une personne qui va être plutôt de type formateur. Donc, c'est quelqu'un qui va pousser de la connaissance. En général, c'est cette personne qui va créer beaucoup de pratiques, qui va identifier beaucoup de choses et qui, pendant un atelier craft, va prendre la parole un peu plus que les autres pour expliquer justement pourquoi c'est bien ou c'est pas bien, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément un tech lead qui a ce profil-là. Ça peut être des développeurs qui sont juniors. On a des équipes où c'est des gens qui sont en alternance, qui proposent énormément de choses et qui prennent beaucoup la parole pendant les ateliers craft, justement pour présenter des choses aux autres développeurs qui sont beaucoup plus seniors. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ce n'est pas forcément la personne qu'on avait identifiée qui fait ça. En général, c'est quand même la personne qui faisait des revues de code et qui répétait toujours la même chose à chaque revue de code. Lui, c'est une personne en général qui peut facilement identifier ce que c'est qu'une bonne pratique ou pas. Et le deuxième profil, c'est des gens qui sont plus suiveurs, donc qui vont moins identifier de choses, ou vraiment quand ils vont être vraiment sûrs d'eux, qui vont moins participer pendant les ateliers craft. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu les interroger, ces personnes-là, pour savoir est-ce que vous aimez ce format, est-ce que vous apprenez des choses. Et effectivement,
les retours, ça a été que je ne participe pas beaucoup parce que je ne me sens pas forcément légitime de partager de la connaissance sur ces sujets. Par contre, j'apprends beaucoup de choses et je ne voudrais pas arrêter ce format. Donc, c'est intéressant de voir que même si une minorité de l'équipe vraiment participe à pousser de la connaissance, les formats sont quand même très intéressants. Et ce qui se passe, c'est que par mimétisme, les gens qui ont un profil plutôt suiveur ont tendance par la suite à se mettre à créer des pratiques de temps en temps. Pas forcément à tous les ateliers, mais quand ils vont voir vraiment quelque chose où ils sont sur deux, ils vont créer des pratiques. Un dernier point, un petit peu d'ouverture, c'est justement sur cette diffusion cross-team, vraiment au niveau d'une organisation entière. On ne sort pas d'une organisation, on parle vraiment d'une entreprise. Ce qui se passe, comme l'avait dit Aurélien tout à l'heure, c'est qu'on va avoir souvent dans les entreprises des guides qui vont se créer ou des communautés de pratiques qui vont regrouper pas mal de personnes qui vont travailler sur la même technologie ou sur le même sujet. Il va y avoir des communautés de pratiques sur des pratiques sécurité, accessibilité, Green IT, sur du React, du Back, du Front, du Java, etc. On peut voir ça un petit peu sur n'importe quel type de catégorie. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il va falloir capitaliser un petit peu sur les pratiques créées dans les différentes équipes. Et pour ça, en fait, on avait à la fin, du coup, c'était au début d'été, donc c'est quand même assez récent, on a rajouté des mécanismes qui permettent justement aux équipes de pouvoir se partager des pratiques, notamment pendant l'atelier craft. Là, vous avez l'interface d'un atelier craft, on commence par voir les pratiques des plugins, ensuite les pratiques sur les fichiers, etc. Et on a une nouvelle étape qui est arrivée par la suite, qui est une étape de revue des pratiques, où on peut voir les pratiques qui ont été créées par les autres équipes de notre entreprise. Donc là, il y a un petit 5 pour dire qu'il y a eu 5 nouvelles pratiques qui ont été créées pendant le sprint par d'autres équipes. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'abonner à des catégories qui nous intéressent. Donc, mon équipe va pouvoir s'abonner à du Java parce que je suis intéressé par du Java, parce que je fais du Java. Ou alors, je peux m'abonner à des catégories sur du Angular, des choses comme ça. Et donc, je vais pouvoir voir un petit peu toutes les pratiques qui ont été créées par les autres équipes. À chaque fois, je retrouve des exemples, etc. Et je vais pouvoir à chaque fois soit mettre un commentaire sur la pratique pour donner du feedback à l'équipe qui a créé cette pratique en lui disant peut-être attention, tu utilises ça, mais nous, on a créé un service qui est dédié à la gestion des logs. Donc peut-être qu'on pourrait se voir pour en discuter justement pour utiliser notre service, pour éviter de réinventer un petit peu la roue à chaque fois. Ou alors, si la pratique nous intéresse, on peut la récupérer chez nous. Quand on la récupère, on bénéficie des suggestions automatiques et donc là, elle va faire partie également de notre référentiel. Quand on va avoir des référentiels comme ça qui vont grossir un petit peu, alors on n'arrive pas à des centaines de pratiques dans les entreprises parce que ces pratiques, en général, elles évoluent. Donc au bout de quelques mois, une pratique qui était vraie peut devenir fausse justement et on peut la faire évoluer et la changer. C'est quelque chose qui arrive très régulièrement. On peut regrouper ces pratiques dans ce qu'on appelle des catalogues. Donc on peut faire des catalogues sur des pratiques OWASP, BDD, sur du Gherkin par exemple, des pratiques sur du Clean Code, sur de l'architecture hexagonale, etc. Et ces catalogues-là, en fait, n'importe quelle équipe va pouvoir s'abonner à un catalogue et à ce moment-là, elle va pouvoir bénéficier des pratiques un petit peu de la communauté. Ces catalogues, en général, ils ne sont pas créés au sein d'une équipe ou d'une feature team. Ils sont plutôt créés par des communautés de pratiques qui vont ensemble, en fait, pas forcément faire un atelier craft ensemble. Aujourd'hui, c'est assez rare parce que les communautés, en général, contiennent peut-être 20 ou 30 personnes. Donc, c'est plus compliqué de gérer ce format atelier craft avec autant de monde. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer en revue toutes les pratiques créées par toutes les équipes d'entreprise sur un sujet précis, sur du Java, par exemple, ou de l'architecture hexagonale. Et ils vont pouvoir, ensemble, valider les pratiques qui pourraient prendre part à un catalogue qui serait utilisable par l'ensemble de l'entreprise, parce que ce seraient des pratiques assez génériques et utilisables par les différentes équipes. Je te laisse le mot de la fin. Donc ces ateliers, ils sont extrêmement intéressants pour faire discuter entre une équipe. Enfin, moi, en tout cas, quand je fais du développement, j'aime bien pouvoir discuter avec mes collègues et des fois avoir des espaces d'échange tous ensemble sur de la tech. Donc c'est extrêmement intéressant. En général, de ce que j'ai constaté moi, c'est qu'il faut mieux avoir le support du tech lead de l'équipe ou au moins de quelqu'un de l'équipe qui pousse l'atelier au sein de l'équipe. Sinon, quand on est externe, c'est pas évident. Externe à l'équipe, c'est pas évident de le pousser. On se fait un peu voir comme le mec un peu relou qui vient toujours pousser les mêmes choses. Mais si vous avez le support du tech lead, ça peut être vachement facile à mettre en place et apporter pas mal de discussions très intéressantes et très enrichissantes à chacun des devs de l'équipe. Voilà. Merci à tous. Merci. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions, si on a mangé tout notre temps ou si on est encore… Non, c'est bon? Il y a un tout petit peu de temps. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Oui, existe-t-il un plugin Xcode? Et s'il n'existe pas, est-il possible d'en développer un? Oui.
On est en train de développer pour des équipes iOS, effectivement. Les plugins aujourd'hui sont disponibles pour JetBrains, donc toute la suite IntelliJ, etc., pour VS Code et Visual Studio. D'ici la fin d'année, on va essayer d'en avoir un sur Eclipse, parce que ça nous est pas mal demandé par certaines équipes, et sur Xcode également. Donc c'est les deux plugins qu'on est en train de développer. Mais je ne pourrais pas dire à quel moment ils seront développés, par contre. C'est dans le backlog. Bonjour. Est-ce que il y a une fonctionnalité qui permet de, on va dire, de faire du partage inter-entreprise? Je pense notamment aux sociétés de services qui parfois peuvent travailler pour des clients, et du coup, ce serait dommage pour la société de services de perdre la connaissance de ces. Enfin, je pense que tu as compris la question. Alors, c'est une très bonne question. On a déjà en fait ces scénarios où on travaille avec soit des experts indépendants qui sont très bons sur un sujet en particulier, sur de l'Exa, sur du DDD, du Java, etc. Soit des entreprises aussi qui sont spécialisées. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en fait, c'est que l'entreprise qui crée un catalogue en interne, on l'avait fait pour une entreprise sur des parties cybersécurité par exemple, avec un référentiel qui a été créé de cybersécurité, ils ont pu le pousser dans une grande entreprise en fait au niveau des équipes, et après ils ont bénéficié de ce catalogue-là, donc ils peuvent le réutiliser pour d'autres entreprises. Ce qui se passe également, c'est qu'on est en train de créer une marketplace open source, c'est pas une marketplace du coup, mais un truc open source, où les entreprises pourraient justement pousser des catalogues de pratiques. Donc aujourd'hui, on a des indépendants qui sont en train de le faire. On a aussi des partenariats avec des entreprises comme Opquast qui gèrent en fait un référentiel de 240 règles sur l'accessibilité web, de la sécurité web, des bonnes pratiques web, par exemple. Et donc, ça va donner en fait une sorte de base de catalogue de pratiques qui pourrait être partagé, sur lesquels on va pouvoir voter justement pour truster les pratiques, etc. Merci. Ouais. Bravo, merci beaucoup. J'ai deux questions, une pour Aurélien et une pour Arthur. On va commencer. Aurélien, allez. Tu as parlé à un moment d'atelier avec du mob programming. Comment vous avez sensibilisé, comment vous avez pu être sponsorisé pour mettre ça en place? Parce que souvent, c'est mal perçu. Un qui travaille, trois qui regardent. Un peu l'effet des DE, entre guillemets. Comment vous avez fait ce sponsoring? Comment vous avez sensibilisé sur ça? C'est une très bonne question. Ouais, si. Donc c'est une très bonne question. Alors ça n'a pas été facile. On a commencé par aller voir les équipes qui étaient pour partir. Donc il y avait déjà en fait, donc ils ne savaient pas forcément comment faire, mais pour lequel il n'y avait pas de frein de la hiérarchie ou autre. Donc on a commencé avec elles. D'ailleurs, même la première équipe avec laquelle j'ai bossé, c'est carrément le manager qui est venu me chercher en me disant « Est-ce que tu peux venir nous aider ?» Parce qu'en fait, bon, c'était peut-être pour une mauvaise raison, mais c'est parce qu'il n'avait pas vraiment confiance dans les devs qu'il avait. Donc, il voulait quelqu'un, entre guillemets, pour les surveiller. Donc là, je lui ai dit, une des meilleurs moyens, peut-être, c'est de le faire en mode programming. Comme ça, ils vont tous monter en compétences. Et puis, en plus, si tu veux passer, viens. Bon, il ne l'a jamais fait, mais il avait la porte pour le faire. Et on a fait comme ça j'ai fait comme ça une première équipe, une deuxième équipe. Après, j'ai donc, comme si je le faisais un petit peu dans l'organisation, quelques personnes en avaient entendu parler, donc j'ai fait une présentation plus globale. Et j'ai proposé aux équipes qui voulaient de venir me voir, et donc tout en continuant à faire pression entre guillemets au niveau des managers pour voir si je pouvais bosser avec leurs équipes, et ainsi de suite. Et au final, on a fait un peu plus d'un tiers des équipes, on a fait du mob programming sur au moins 4 ou 5 sessions, sachant que certaines, on a fait 10 voire 15 sessions. Et maintenant, il y a certaines équipes qui continuent seules à faire du mob, d'autres qui ne continuent pas. Ça dépend. Des fois, ça prend, des fois, ça prend moins. Ok, bravo. Merci. Et Arthur, sur les pratiques, comment tu les… Alors, on a parlé de création des pratiques, de partage, mais je parlerai là de mise à jour des mises à jour des pratiques. Comment ça fonctionne? Comment s'assurer que ça ne va pas casser quelque chose ailleurs? Est-ce que c'est la communauté qui va le gérer? Comment ça se passe? Et comment le ritualiser aussi? Bonne question. Ce qui se passe, en fait, c'est que ça se fait de manière assez naturelle pendant les ateliers craft. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait dans le quotidien pendant un sprint par quelqu'un qui va dire on va changer la manière de faire, évidemment. L'objectif, c'est qu'une personne, en fait, puisse dire, par exemple, tiens, il y a peut-être une meilleure manière de faire. Donc, à ce moment-là, on peut lancer ce qu'on appelle une battle sur une pratique, en fait, dans la plateforme. Tout le monde va être notifié, et donc on va pouvoir justement argumenter un petit peu et voir est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire ou pas. Et pendant l'atelier craft, on a une phase en fait où on commence par regarder les battles en cours. Et donc là, on peut se mettre d'accord ensemble en équipe pour se dire est-ce qu'on va dans cette direction, est-ce qu'on garde celle-là?
Par contre, ce qui est vraiment important, nous, c'est ce qu'on essaye de pousser, c'est que quand une pratique change, en général, le plus souvent, il ne faut pas forcément refactorer tout le code, toute la code base, évidemment. Il y a plus de risques de régression qu'autre chose. Et souvent, les managers, ils ont toujours peur quand on arrive parce qu'ils se disent « Ouais, mais si les pratiques changent, est-ce qu'on va devoir retravailler? Moi, je n'ai pas de temps à allouer, etc. » Et on les rassure en leur disant « Non, non, en fait, on travaille plutôt sur l'avenir et sur le futur que sur le passé. » Donc, les pratiques doivent pouvoir évoluer. Ce n'est pas parce qu'on a fait comme ça il y a 3 ans qu'on doit continuer à faire comme ça. On doit le faire évoluer. Par contre, plusieurs pratiques différentes peuvent cohabiter dans la code base. Ça dépend des pratiques, évidemment. Si c'est des pratiques d'archi, vaut mieux tout faire. Mais souvent, c'est ce qui se passe. En fait, c'est pendant les ateliers craft qu'on va comme ça valider un changement. On n'a pas encore eu le cas où une communauté de pratique à plus haut niveau aurait imposé un changement de pratique pour toutes les équipes. Là, ça pourrait être plus problématique, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'en général, les communautés de pratique valident des catalogues, mais les équipes sont libres de valider ou pas les pratiques, et derrière vont pouvoir justement changer ces pratiques ou alors en mettre des customs qui sont vraiment les pratiques de leur équipe. C'est important quand même, je pense, quand on parle de capitalisation au niveau d'entreprise, de ne pas forcer forcément des pratiques pour toutes les équipes, parce qu'il y a des équipes qui travaillent d'une certaine manière, qui est peut-être leur manière de faire, et qui est peut-être mieux justement pour leur contexte. Ok, merci. Merci à tous.